Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de Calvin Klein. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de mode, c'est l'histoire d'une marque qui a réussi à transformer de simples sous-vêtements en véritables objets de désir, qui a fait du scandale, et oui, sa signature. Et puis il y a ce secret, un secret historique incroyable caché dans son produit le plus célèbre qui va nous faire remonter des siècles en arrière. Bon, on commence fort avec cette question, je vous l'accorde. Un réformateur du XVIe siècle et un jean. Quel peut bien être le rapport ? Ça a l'air complètement fou, n'est-ce pas ? Et pourtant, la réponse, elle est fascinante. Elle tisse un fil invisible entre l'histoire religieuse et l'une des plus grandes icônes de la mode du XXe siècle. Alors accrochez-vous, on va découvrir ensemble comment ces deux mondes, a priori si éloignés, se sont rejoints. Alors, première étape de notre histoire, l'empire du minimalisme. On va voir comment tout a commencé, des débuts modestes à une vision qui allait devenir globale. Parce que, oui, tout part d'une idée très simple, mais à l'époque complètement à contre-courant, le minimalisme. Dans une période de faste et d'excès, Calvin Klein va parier sur la sobriété pour bâtir un empire. C'était un pari osé. Et cette ascension, elle a été fulgurante, vraiment. Regardez un peu ça. On est en 1968. Calvin Klein et son ami d'enfance Barry Schwartz se lancent avec $10 000. C'est tout. Ils ouvrent une boutique de manteaux à New York. 3 ans plus tard, en 71, hop, ils se diversifient. Vêtements de sport, blazers, lingerie. En 73, la reconnaissance arrive, premier Coty Award, et ils en gagneront 3 d'affilée. Et puis, en 1977, à peine 9 ans après le début, le chiffre d'affaires atteint les $30 millions. En moins d'une décennie, la petite boutique est devenue un géant de la mode. Mais alors, quel est le secret derrière ce succès ? En fait, tout est résumé dans cette phrase. C'est vraiment l'ADN de la marque. Une esthétique minimaliste et sensuelle. Voilà, c'est ça. À une époque où tout était très coloré, très chargé, très exubérant, Calvin Klein a pris tout le monde à contre-pied. Le pari, c'était de miser sur des lignes pures, simples, et sur une sensualité beaucoup plus subtile, plus discrète. Et c'est cette vision, ce pari, qui va absolument tout changer. Ok, donc on a cette vision minimaliste. Mais ce qui est fort, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée à la création de vêtements de luxe. Non, elle a carrément révolutionné des objets du quotidien. Et le meilleur exemple, c'est le jean. Comment est-ce qu'on peut réinventer un basique que tout le monde porte déjà ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En 1978, ils ont une idée. Toute simple, mais absolument géniale. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent un jean et ils mettent leur nom, leur logo sur la poche arrière. C'est tout. Et le résultat, il est juste dingue. 200 000. C'est le nombre de jeans vendus la première semaine. En une semaine. D'un coup, un vêtement de travail, un truc basique, venait de se transformer en objet de mode, un vrai symbole de statut social. Et cette logique, cette formule magique, ils vont l'appliquer à un autre produit encore plus basique, le sous-vêtement pour hommes. Pensez-y une seconde. Avant Calvin Klein, comment ça se passait ? On achetait ça en lot de 3 ou 5, c'était purement fonctionnel, pas du tout glamour, et soyons honnêtes, c'était souvent une mère ou une conjointe qui s'en occupait. Et après, tout change. Le sous-vêtement devient un achat individuel, un objet de désir. C'est devenu une façon de s'affirmer. En gros, Calvin Klein a rendu le slip sexy. Il fallait oser. Et qui dit sexy dit provocation. On entre maintenant dans la partie la plus sulfureuse de l'histoire de la marque, le scandale comme signature. Parce que oui, la provocation chez Calvin Klein, ce n'était pas un accident. C'était un art, une véritable stratégie. Voilà la phrase qui a tout fait basculer. Vous voulez savoir ce qu'il y a entre moi et mon Calvin ? Rien. Imaginez le choc. C'est Brooke Shields qui prononce ces mots. Elle n'a que 15 ans à l'époque. Le scandale est monumental, immédiat. Les pubs sont censurées, interdites sur plusieurs grandes chaînes de télé. Mais commercialement parlant, c'était un coup de génie. L'image provocatrice, sulfureuse de Calvin Klein venait de naître. Et elle était là pour rester. Et cette stratégie du scandale, ça va devenir leur marque de fabrique. Dans les années 80, les pubs sont jugées beaucoup trop suggestives. Ensuite, en 92, on a la fameuse campagne avec Mark Wahlberg, alias Marky Mark à l'époque, qui va complètement redéfinir l'image de l'homme dans la pub, beaucoup plus sexualisée. Et puis le point culminant, en 1995, une campagne pour les jeans qui a été accusée d'être de la pédopornographie. Rien que ça, une enquête du FBI a même été ouverte. C'était un jeu très dangereux. La marque a même frôlé la faillite au début des années 90. Mais à chaque fois, cette valeur du choc leur permettait de rester au centre de toutes les conversations. Après les scandales et les difficultés financières, il fallait une nouvelle ère. C'est la renaissance PVH. On va voir comment une icône, certes, mais une icône fragile, s'est transformée en un véritable empire mondial grâce à un rachat stratégique. Le grand tournant, c'est 2003. Le groupe PVH,
Philips Van Heusen rachète Calvin Klein Inc. pour environ 700 millions de dollars. Et puis, 10 ans plus tard, en 2013, deuxième coup de maître, il rachète le groupe Warnaco, qui produisait les jeans et les sous-vêtements sous licence. Et ça, c'est crucial, parce que ça a permis de réunir enfin toutes les pièces du puzzle. Toutes les lignes de produits, du parfum au jean, étaient enfin sous le même toit. La marque est devenue un empire cohérent et unifié. Et le résultat de cette stratégie, il se mesure en chiffres. Et quels chiffres? Aujourd'hui, on parle de près de 9 milliards de dollars de ventes mondiales chaque année. C'est colossal. Ça montre bien à quel point la stratégie de PVH a fonctionné. Ils ont pris une icône américaine, une icône un peu rebelle, et ils en ont fait un mastodonte commercial mondial ultra puissant. Bon, on a parlé business, on a parlé scandale, mais souvenez-vous de notre question du début, celle sur le réformateur du XVIe siècle. Il est temps de lever le voile sur cet héritage complètement inattendu, sur le secret qui est littéralement tissé dans la toile du jean. Alors, oubliez le Far West pour une minute. L'histoire du jean, en fait, elle est européenne et même française. Étape 1, tout part d'un tissu, une toile très solide qu'on appelait la serge de Nîmes. Vous l'avez, de Nîmes. Étape 2, les créateurs de ce tissu, ce sont des tisserands protestants. Au XVIe siècle, fuyant les persécutions religieuses en France, beaucoup partent et s'installent ailleurs, notamment en Italie, à Gênes. Et ils emmènent leur savoir-faire avec eux. Et enfin, étape 4, le lien final. Pourquoi le blue jean? Parce que ces artisans teignaient souvent leur toile en bleu, une couleur qu'ils jugeaient sobre, digne, une couleur très appréciée par leur guide spirituel, le fameux réformateur Jean Calvin. Et voilà, la boucle est bouclée. Ce pantalon, le vêtement qui symbolise plus que tout l'Amérique, le rêve américain, les cow-boys, eh bien son histoire est profondément européenne et protestante. La toile de Nîmes nous a donné le mot denim, et les pantalons que portaient les marins de Gênes, en italien Genova, a donné le mot jean. C'est fou, non? L'icône américaine par excellence est en fait le fruit d'un savoir-faire français transporté en Italie pour des raisons religieuses. Au final, ça nous laisse avec cette réflexion. Est-ce qu'un vêtement, au-delà de la mode, peut vraiment être le porteur d'une histoire culturelle et même spirituelle qu'on ne soupçonnait pas du tout? L'histoire du jean nous prouve que oui. C'est peut-être une invitation à regarder autrement les objets de notre quotidien. Qui sait quelles autres histoires incroyables se cachent juste sous nos yeux?